et elle mange par frustration. Je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui me gavent et comme j'arrive pas à les exprimer, je me gave derrière de nourriture pour soit me venger, soit me punir entre guillemets du fait de pas avoir m'être exprimée. Elles deviennent petit à petit frustrées et elles mangent par frustration. Tout devient au service des autres et il n'y a plus aucune considération déjà pour soi. Elles ont l'habitude que ce qui est important pour elles ne soit pas entendu. Elles veulent pas faire de choix ou embêter quelqu'un avec leur propre choix. Vu qu'elles ne décident pas, finalement, elles deviennent petit à petit frustrées. Moi, c'est Nadia et je suis accompagnée donc de Jasmine. On est toutes les deux coach référentes chez Kiné Coach Santé. Jasmine, si tu veux te présenter un petit peu ta spécificité chez Kiné Coach Santé. Oui, du coup, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis co-référente aux côtés de Nadia et mon expertise, c'est que je suis aussi psychothérapeute spécialisée dans les addictions. Donc, du coup, j'ai pas mal travaillé avec des personnes souffrant de plusieurs addictions, dont les troubles du comportement alimentaire. Et c'est pour ça que ça m'a vraiment décidé de travailler avec Kiné Coach Santé et de vous aider justement à vous libérer de cette alimentation émotionnelle. Et toi, Nadia, c'est quoi vraiment ta spécificité aussi? Moi, je suis spécialiste de la gestion émotionnelle et relationnelle, donc je trouve que c'est vachement complémentaire et c'est hyper précieux de t'avoir dans l'équipe. Moi, c'est pareil, ça fait quelques années maintenant, quasiment depuis les débuts, que je suis chez Kiné Coach Santé. En ce moment, le sujet qui revient le plus avec les élèves que j'accompagne, c'est la difficulté à poser ses limites, que ce soit à soi-même, mais aussi les relations aux autres, que ce soit au niveau du travail, au niveau de leurs relations amoureuses, au niveau de leurs relations familiales. Il n'y a pas forcément de domaine où ce soit plus facile que d'autres. Quand on a des difficultés à s'affirmer, à poser des limites, ça se manifeste un petit peu dans toutes les sphères. Et il y a un truc que j'ai envie de partager avec toi que j'utilise du coup beaucoup en ce moment et qui m'a été soufflé par une élève, c'est le fait d'être gavé par certaines choses du quotidien. Et donc, c'est une élève qui m'envoie ça comme ça dans les échanges qu'on a sur WhatsApp. Puis elle me dit, ouais, du coup, je me rends compte qu'il y a plein de trucs qui me gavent et comme j'arrive pas à les exprimer, je me gave derrière de nourriture pour soit me venger, soit me punir, entre guillemets, du fait de pas avoir m'être exprimée. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant comme manière de voir les choses. Je l'avais pas forcément identifié et je l'ai repris pour en parler avec ces autres élèves que j'accompagne et qui ont aussi du mal à poser leurs limites. Et du coup, je leur dis, mais qu'est-ce qui te gave en fait dans ta vie? Qu'est-ce qui te gave au quotidien? Et ça leur parle énormément. Et je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu rencontres avec les élèves que tu accompagnes. Ça te parle, toi, cette notion de se gaver, de faire le lien avec les trucs qui les gavent dans leur vie? Oui. En vrai, ça me fait même écho à moi, ce que j'aurais pu vivre même avant, donc carrément. Et c'est vrai que j'ai certaines clientes qui expriment ce côté-là, peut-être pas forcément avec ce même mot, mais en tout cas dans le fait de ne pas oser prendre leur place, dans le fait c'est là où je te rejoins dans qu'elles aient du mal à poser les limites, et que j'ai vraiment ce travail redondant dans le fait de elles veulent pas faire de choix ou embêter quelqu'un avec leur propre choix. Et du coup, vu qu'elles ne décident pas, finalement, elles deviennent petit à petit frustrées et elles mangent par frustration. Et là, oui, c'est elles me parlent de gavage, oui, des fois, dans ce sens-là. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on en retrouve beaucoup de clientes qui ont du mal à prendre leur place, d'avoir des limites déjà sur leur vie quotidienne, de par leur travail, de par finalement ce qu'elles veulent aussi dans leur vie au niveau de leurs relations. Quand tu dis qu'elles n'arrivent pas à prendre leur place ou qu'elles ont peur de déranger avec leur choix, est-ce que c'est par rapport au fait de changer leur alimentation ou tu parles plutôt d'autres, tu avais plutôt d'autres choses en tête? Oui, il y a d'abord oser changer leur alimentation. J'ai des femmes qui, quand elles rentrent du coup dans le programme, c'est ah mais c'est mon mari qui cuisine. C'est super. Moi aussi j'ai un mari qui cuisine et sincèrement j'adore ça. Mais on est plutôt dans un questionnement. Du coup, ok, puisqu'il cuisine, du coup tu as le choix aussi. Tu peux lui proposer de faire plusieurs choses, de varier au niveau de l'alimentation. Et c'est un non, du coup, c'est comme si la charge était sur le mari
moi je m'en occupe pas, au moins c'est pas un problème. Sauf que finalement, inconsciemment, ça le devient. Et c'est là où Mmh. et quand on commence du coup à parler d'alimentation, c'est là où ça devient compliqué de ce côté-là, mais il cuisine trop gras, il cuisine pas assez de végétaux et il y a un processus un peu, si je parle un peu, psychologie, de légère, victimisation de: «Bah, en fait, c'est pas de ma faute, je peux rien y faire parce que c'est lui qui» Ouais. et c'est ça que j'essaye vraiment de travailler avec, les élèves, c'est le fait, ben, en fait, vous avez le droit, vous aussi de demander ce que vous avez envie puisque ça rentre quand même dans votre corps, donc c'est Mmh, aussi mmh, mmh, mmh. important que vous le décidez et que vous en discutez aussi ensemble. Ça peut être un sujet de relation, de Ouais. débat, de construction aussi ensemble. Il y a beaucoup, ce côté-là qui ressort et aussi pendant les fêtes, vu qu'on est quand même nous, dans cette période de fête au moment où on se parle, il y a je suis, invitée chez la famille et du coup, j'ose pas demander, des légumes et c'est pas moi qui va cuisiner donc je veux pas Ouais. trop, je sais pas si toi tu l'as en ce moment, ce Si, alors pas particulièrement en ce moment, mais par contre, quelque chose qui est quand même assez souvent revenu, c'est effectivement ça. C'est le fait de dire, «Ah bah, j'ose pas dire non à tel aliment» ou «J'ose pas effectivement dire que je veux un petit peu plus de légumes» et ça me marque à chaque fois de voir à quel point on peut se poser soi-même des blocages qui n'ont pas de sens. mmh, Parce qu'il y en a une fois, je lui ai dit: «Bah, si on te proposait un truc que t'aimes pas, que t'aimes vraiment pas manger, est-ce que ce serait difficile de dire non?» «Bah non, c'est vrai, tu as raison, d'ailleurs, j'ai un exemple concret, j'aime pas la pizza» et donc du coup, des fois, quand, à la maison alors c'est quand même pratique de pas aimer la pizza, on est d'accord, hein? ouais. Quand à la maison, toute la famille veut commander des pizzas, bah, en fait, ils en commandent et ils savent qu'ils n'en prennent pas pour moi, que je vais me faire autre chose parce que j'aime pas ça et en fait, c'est pas plus compliqué que ça, tu vois? On pense tout le temps que les autres vont nous juger. Bah oui, effectivement, ils pourraient la juger pour le fait de pas aimer la pizza. C'est pas le cas finalement, tu vois? Et elle peut juste, les choses elles sont simples, elles sont fluides, elle aime pas, donc bah, elle en mange pas, elle en commande pas, quoi. Ça me fait penser à une autre image aussi que j'utilise beaucoup, par rapport à ça, pour expliquer finalement, ce que c'est que de poser une limite aux autres. C'est comme si tu signalais une allergie alimentaire et j'ai un peu une métaphore comme ça qui mélange un petit peu plusieurs notions par lesquelles, sont bloqués la plupart des élèves que j'accompagne et voilà, admettons, tu es invité à manger chez des amis et tu as une allergie alimentaire, mais genre une allergie vraiment très, très vénère. Si tu manges de tel ingrédient, tu peux aller à l'hôpital, tu peux mourir et donc tu es invité à manger chez des amis et tu as oublié de prévenir que tu étais, allergique à tel ingrédient et manque de peau, les amis chez qui tu es invité, ils ont prévenu un menu entier autour de cet ingrédient-là, entrée, plat, dessert et cetera. Du coup, bah, tu es un petit peu embêté, mais tu sais que si tu en manges, tu peux potentiellement mourir. Donc tu le dis, tu as pas le choix en fait. Donc bah, oui, forcément, c'est pas confortable parce que tu sais que ça va générer chez les autres des émotions désagréables, peut-être, de la déception, peut-être de la tristesse et c'est OK en fait, tu vois? Ce serait OK que les gens se disent: «Ah bah mince, je suis déçu, j'avais prévu tout ça pour vous faire plaisir et puis bon bah du coup, tu vas rien pouvoir manger de ce que j'ai préparé». Mais néanmoins, on est d'accord que c'est pas parce que l'autre peut ressentir de la déception qu'on va se forcer à manger. Oui, bien sûr. De même que ce serait aussi très, très malvenu de la part de l'hôte de nous culpabiliser ou de nous forcer à manger parce qu'il a préparé ça et que, bah, manque de peau, on a oublié de lui dire. Notre seule responsabilité ici, dans cette situation, c'est, bah, de présenter nos excuses pour avoir oublié de prévenir et puis, bah, de poser notre limite, en fait, de dire: «Bah, non, je suis désolée, je m'excuse et je suis désolée pour l'inconfort que ça peut générer chez toi, mais par contre, je vais Mmh. pas en manger parce que, bah, je pourrais potentiellement en mourir» et je trouve Ouais. qu'elle est vachement forte cette métaphore parce que souvent justement, les élèves n'osent pas poser leurs limites parce qu'elles ont peur de l'inconfort ou des émotions désagréables que ça peut générer chez les autres. Mais ça, c'est la responsabilité des autres finalement, de gérer les propres émotions qu'ils peuvent ressentir. Exactement, surtout qu'en plus, il y a des moments dans notre vie, dans un sens obligé pour notre corps et pour notre bien-être, de ne pas manger certaines choses. Je prends souvent l'exemple de la femme enceinte en soi, qu'on a beaucoup d'élèves qui ont eu des enfants et que finalement, à cette époque de leur vie, bah, il fallait pas qu'elles mangent de fromage spécifique, de viande crue, d'alcool. Et finalement, on leur posait pas de questions parce que c'était normal pour les autres. Mmh. Genre, ben oui, ils disent: «C'est OK, il y a pas de problème». C'est vraiment
sachant que ça n'a vraiment pas Ouais. perturbé, que ce soit l'interprétation ou le jugement de la personne qu'on a en face de soi. Mmh. Et il y a aussi un autre exemple que j'ai en tête, c'est que souvent, on est vraiment ancré des fois dans nos habitudes. Et des fois, on n'ose pas dire quelque chose par habitude de déranger ou de se dire, ben, finalement, maman, il va mal interpréter ou juger ce que je vais dire, que du coup, vraiment, on hésite. Alors que finalement, le fait de le dire, ça permet d'informer aussi son mari, sa copine, son ami, son environnement Mmh. et d'ajuster en fonction vraiment de nos besoins pour qu'on soit vraiment compris et vraiment reconnu aussi. Comment on a envie de vivre en ce moment notre vie quotidienne. Et ça, je trouve que c'est aussi un point où c'est dommage en fait que ce soit pas assez développé Ouais. en tout cas, je sais pas ce que ça t'évoque de ton côté, mais oui, il y a cette chose de et puis si jamais tu le dis, qu'est-ce qui se passe? C'est Ouais, quoi le ouais. pire? Moi, ce que ça m'évoque, enfin, c'est surtout quand tu as parlé de la femme enceinte, tu vois? Et que, bah, du coup, pour les autres, ils se posent pas la question, ça leur paraît légitime que tu boives pas d'alcool, que tu manges pas telle ou telle chose, et cetera. Et tout comme l'exemple que je donnais tout à l'heure de cet élève qui aime pas la pizza, tu vois? Et donc du coup, bah, c'est normal pour les autres, voilà, qu'on va pas cuisiner ça ou qu'on va pas lui proposer ça. Et c'est comme si, on était toujours en train de chercher finalement une raison légitime à refuser quelque chose, en oubliant que le simple fait de ne pas avoir envie ou d'avoir un objectif particulier ou d'en faire le choix, c'était suffisant en fait, tu vois? Il faut pas forcément être malade, enceinte ou ne pas aimer quelque chose pour dire: «Bah non, j'ai pas envie d'en manger», tu vois? Il y a personne qui va venir, te mettre un pistolet sur la tempe pour dire: «Ah bon? Mais pourquoi? Mais pourquoi tu veux pas en manger? Tu vois, tu as une raison, tu as une bonne raison de pas en manger?» Et Ouais, il y a peut-être des gens qui pourraient, ça arrive quand même assez fréquemment, hein, mettre une espèce de pression par rapport à tout ça. Moi, je l'ai vécu à une période, vis-à-vis de l'alcool, tu sais, il y a quelques années maintenant. Puis tu sais, j'avais voulu faire cette espèce de challenge là, pendant un mois, tu bois pas d'alcool. Puis je m'étais ouais. dit: «Bon, j'en bois déjà pas beaucoup, ça risque de pas trop être compliqué». Et ben, figure-toi que ce qui a été le plus compliqué, c'est pas de moi pas boire d'alcool, c'est la pression sociale, en fait. C'est le fait que dès que je disais: «Ah bah non, là, c'est bon, j'ai pas envie de boire», on me dit: «Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu es enceinte?» Et je leur dire: «Bah non, juste j'ai pas envie en fait», tu vois? J'ai le droit de pas avoir envie et c'était cette pression tout le temps et finalement cette pression, elle m'a mise en colère au bout d'un moment, tu vois? Elle m'a Mmh. mise en colère et cette colère, elle a été motrice parce qu'elle m'a permis de conforter encore plus mon choix en me disant: «Non, je veux être libre de mes choix et j'ai pas envie que la pression d'un tel ou un tel me pousse à dévier de mon objectif en fait», tu vois? Ouais. J'ai même pas besoin de me justifier, j'ai pas besoin de dire oui ou non je suis enceinte parce que je bois pas d'alcool, juste je n'ai pas envie, c'est suffisant. C'est important C'est de ça. l'accepter et avant tout pour soi en fait, tu vois, de le reconnaître pour soi, ça permet aussi de l'affirmer auprès des autres, de le tenir en fait. Et de se l'affirmer aussi auprès de soi, de se reconnecter aussi avec sa propre estime. Parce que c'est vrai ce que tu me dis là, j'ai eu plusieurs clientes qui, en se libérant de l'alimentation émotionnelle, se sont aussi libérées du coup de l'alcool. Et c'était beaucoup de questions de ah mais en fait tu fais encore un régime. Alors que bah, non, c'est juste ne pas manger telle ou telle chose ou ne pas boire d'alcool, c'est pas forcément faire un régime, c'est juste être bien dans sa peau et faire ce choix-là pour soi. Et au départ, j'expliquais un peu ça aux élèves et la première chose qu'on venait me dire, c'est: «Oui, mais je vais devoir me justifier» et ça, à un moment donné, moi, j'en avais horreur parce que mais non, en fait, vous avez pas Mmh mh. besoin de vous justifier. Donc on essayait de trouver des phrases différentes pour se préparer, aux fêtes ou au resto et dire: «OK, quand on te lance une phrase, qu'est-ce que dans ta tête tu peux dire et au moins c'est OK avec toi-même?» Mmh. Du coup, il y avait, «N'en ai pas envie, ça me va très bien comme ça. En ce moment, je suis très bien dans mon corps et je le ressens, Ouais. j'en ai pas besoin». Pour qu'on aille travailler aussi sur le processus de non Mmh. justification. Mmh. Je sais pas si Ouais. toi, ça revient aussi cette problématique de De se dire justifier? il faut que je trouve la bonne réponse à apporter aux autres Ouais, c'est ça. et justement si on c'est ça dont je parlais tout à l'heure finalement quand je Mmh. disais qu'on se met des blocages là où il y en a pas vraiment. Parce Ouais. que si elles étaient pas dans le programme, OK? Et puis que là elles étaient au restaurant et que, bah, par exemple, pour une fois, elle a pas envie de boire d'alcool parce qu'elle le sent et ce serait
poserait même pas la question, en fait. Elle dirait tout simplement, bah non, là, j'en ai pas envie, quoi. Et ce serait fluide. Et en fait, le même non, j'en ai pas envie peut être possible dans le cadre de l'accompagnement, sans être obligé de dire, bah, je me suis inscrite dans une démarche de perte de gras, je fais un peu plus attention à avoir de l'équilibre dans mon alimentation. Non, il n'y a pas besoin de tout ça, en fait. Non, Ouais. non, j'en veux pas, en fait, ça va. C'est OK pour moi, là. Tu vois, comme tu dis, Ouais. ça suffit, en fait. Ouais, c'est ça et vraiment plus elles vont, aller dans ce sens-là, plus vous allez aller aussi dans ce sens-là pour vous parler aussi à toutes. C'est, bah, vous allez vraiment vous reconnecter un peu ce fluide à l'intérieur de nous de, bah, je me sens alignée avec ce que j'ai envie, avec mes valeurs, avec, ce que je suis en train de faire en ce moment et que petit à petit, plus vous allez dire ce que vous avez envie et ce que vous n'avez pas envie, bah, plus ça va construire aussi une sorte de bouclier pour vous qui va vous rendre en fait beaucoup plus solide à tout ça et vous allez même plus avoir la sensation de vous justifier. C'est tellement libérateur. Moi, maintenant, je me vois au resto, c'est ah ben, j'ai envie de manger une côte de bœuf, je mange une côte de bœuf. C'est souvent on me regarde, je suis une femme, bah oui, mais et alors en fait? Je prends la côte de bœuf comme j'aurais pu prendre une soupe, hein. Mais c'est de se dire vraiment, et si tu te libérais de ce choix, quel poids il y aurait aussi en moins dans ta tête, dans ton esprit? Ouais. Et tu vois, si on reboucle avec ce qu'on disait en début d'atelier, bah, peut-être que ça les gave de devoir se justifier. Carrément. Enfin, d'avoir l'impression qu'elles doivent se justifier. Ouais, Et donc, oui, du coup, vu que ça les gave et qu'elles n'arrivent pas à l'exprimer, bah, derrière, c'est bon, bah, ok, allez, je vais le prendre, ce verre de vin, ok, je vais la manger, cette pizza, ok. Et du coup, ça, on se gave, on se gave. carrément. Ouais, c'est parce qu'en plus, c'est bien dit d'avoir rebondi dessus parce que c'est qu'une impression. C'est des histoires qu'on se crée dans notre tête de et si je vais dire ça, il va se passer ça et oulala, trop. Donc, ouais, il faut pas hésiter à oser parce que sinon, on va se sentir mais gavé, mais très très vite et de tout. Ouais. Donc, complètement, je suis totalement d'accord avec toi dessus. C'est cette sensation de gavage, de remplissage aussi. Oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi sur ça. Et du coup, ça me donne envie de rebondir sur autre chose. Peut-être que ça va nous lancer encore pour 30 minutes, je sais pas. Mais tu vois, tout à l'heure, on disait si elles aiment pas quelque chose ou si elles sont enceintes, c'est suffisamment légitime pour que les autres n'insistent pas. Mais il y a quelque chose que je remarque aussi assez régulièrement, c'est que ce qui est difficile pour les élèves, c'est que elles s'expriment pas en disant, enfin, elles cherchent une raison légitime parce que au-delà de se considérer elles-mêmes comme légitimes dans le fait de dire bah non, j'en ai pas envie. En général, elles ont l'habitude que ce soit pas accueilli. Tu vois ce que je veux dire? Elles ont l'habitude que ce qui est important pour elles ne soit pas entendu. En fait, tu vois, de pas toujours être considérées dans leurs besoins. Et en fait, elles se sentent plus suffisamment en sécurité dans la relation, quelle qu'elle soit, pour dire bah non, ça me convient pas ou je suis pas ok. Et j'aimerais bien qu'on trouve une autre solution ou qu'on trouve autre chose. Ça, Mhm. c'est quelque chose que je rencontre quand même assez fréquemment chez les élèves, pas toutes, hein, bien évidemment, mais c'est Ouais. assez récurrent. Et donc du coup, ça implique de retisser cette confiance ou de réinterroger finalement cette sécurité qu'il n'y a pas dans la relation, qu'elle soit familiale, professionnelle, amoureuse, amicale, pour dire pourquoi est-ce que je me sens pas entendue? Pourquoi est-ce que ce qui est important pour moi n'est pas considéré? Est-ce que moi, je trouve ça normal? Est-ce que c'est OK pour moi de continuer dans ce sens-là? Et c'est souvent que là, c'est à cet endroit-là que ça devient difficile parce que ça fait peur de s'affirmer. Mhm. Ça fait peur de dire je me sens pas entendue et respectée dans ce qui est important pour moi et ça me fait du mal, ça me blesse. J'aimerais bien qu'on en parle et comprendre pourquoi, tu vois. Ça fait peur en général. Je sais pas si c'est quelque chose que tu remarques aussi. Ouais, oui, oui, c'est quelque chose que je remarque et que je remarque aussi en premier lieu chez elle directement. Dans cette idée où si c'est pas reçu chez l'autre, c'est que c'est pas encore bien reçu aussi à l'intérieur d'elle. Et de pas être sûr de son propre choix aussi, de dire est-ce que vraiment il y a une partie, on va dire, qui est en train de se construire de j'ai envie de sortir de tout ça, j'ai Mhm. envie de m'assumer. Et il y a totalement une autre partie, ce qui est totalement normal aussi, hein, qui est dans son confort inconfortable de bon Dieu, mais si d'un coup je me mets à assumer ce choix-là, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie quotidienne, dans ma relation avec l'autre, qu'est-ce que ça va chambouler? Et c'est là où les histoires deviennent des peurs, qui deviennent du coup un peu des fantasmes, des cauchemars, et qu'on n'ose même plus dire vraiment ce qu'on ressent parce qu'on a tellement peur que l'autre le prenne mal. Donc, je suis Ouais. totalement d'accord avec ça. Mm, mm, Et, mm.
Et il y a même aussi cet aspect chez les clientes que je remarque là aussi, un peu avec les fêtes qui arrivent, c'est que quand elles vont chez la famille, c'est comme si elles devaient se mettre au service de la famille et que du coup, le moment de repos qu'elles ont pour elles, bah, c'est comme si elles n'en avaient pas. Parce que du Ouais. coup, non, il faut que je me lève à tout prix avec tout le monde, pour, pouvoir profiter de telle chose et de telle, le déjeuner, le petit déjeuner, le moment de lecture, le moment de la sieste, tout devient au service des autres et il y a plus aucune considération déjà pour soi. Ouais. Et c'est là où je leur propose, déjà, au lieu de passer du tout au rien du jour au lendemain, parce que ça aussi, ça fait peur, déjà, qu'est-ce que tu peux au moins faire pour toi sur ces prochains jours avec ta famille? Qu'est-ce que tu pourrais te permettre qui va te faire du bien? Et en plus de ça, vu que ça va te faire du bien, ça va t'ouvrir encore plus aux autres dans cette Ouais. considération de toi-même et dans cette considération de l'autre. Donc, je sais pas si toi, j'ai un peu traversé le sujet, hein, mais c'est C'est super intéressant. Ça me parle énormément, effectivement, le fait qu'elles sont dans une forme de fatalisme, de dire, bon, bah voilà, c'est une tâche qui m'incombe. Elles le réinterrogent même plus tellement c'est ancré, c'est de leur responsabilité. C'est à elles de faire. Et ce faisant, du coup, forcément, sans même s'en rendre compte, elles déresponsabilisent aussi les autres de prendre ouais, part au truc, à la tâche, quelle qu'elle soit. Parce que bien du sûr. coup, étant donné qu'elles se disent, bon, bah c'est à moi de faire, les autres savent que ça va être fait. C'est Donc, ça. c'est pas confortable, mais ça passerait justement par une phase où on dit, où elle pourrait dire, je ressens que là j'ai besoin d'aide sur telle ou telle chose. Là, qui serait ok pour contribuer, de quelle manière, ou donner le choix. Voilà, il y a ça à faire. Moi, de quoi est-ce que tu préfères t'occuper, qu'on puisse répartir équitablement, parce que moi j'ai besoin de souffler là. Il y a une grosse charge, tu vois. Parce qu'effectivement, quand on fait tout, bah, on laisse pas la place aux autres de prendre en charge, parce qu'on va aussi se dire bon, bah, si je le fais pas, ça va pas être bien fait. Ouais, Et on a cette envie finalement de contrôle, d'hyper-contrôle, qui finalement nous enferme dans un cercle vicieux. complètement. J'ai envie de rebondir sur un truc que tu as dit aussi en tout début de ton intervention d'avant. Je me souviens plus les termes ou ce qui m'a fait Ouais. penser à ça, mais c'est l'exemple qui m'est venu en tête, c'est une élève que j'accompagne qui a eu beaucoup de mal à se lancer dans le fait de visionner le programme, de passer aux exercices, etc. Et quand on en a discuté ensemble pour essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi elle avançait pas, elle m'a dit, bah, en fait, j'ai peur de trop changer. J'ai peur, et quand je lui dis, bah, ça veut dire quoi? J'ai peur de trop changer, et que je suis allée creuser un petit peu, elle me dit, bah, en fait, j'ai peur de trop changer et de me rendre compte que ma relation, elle me convient pas, et du coup, d'en venir à quitter mon conjoint. Et c'était drôle parce que en le disant, c'était déjà un aveu que sa relation ne lui convenait pas et qu'il y avait des choses qu'elle voulait transformer, en fait. Et du coup, on est allé voir ensemble que ben, elle est face finalement à deux choix. Bon, il y en a peut-être plus, mais là, voilà, je lui ai proposé deux choix. Un, où elle a conscience qu'il y a des choses qui lui conviennent pas dans sa relation et où elle est face à une espèce d'inconfort comme ça, larvé, latent, dans laquelle elle est un peu prisonnière. Et d'un autre côté, une option où il y a un changement possible dont on ne sait pas s'il va mener ou non à une rupture. Il peut mener à une rupture comme il peut amener à du mieux, tu vois, à du changement. Et du coup, à une possibilité peut-être de sortir de son inconfort. Et donc, en voyant ça, elle s'est dit, bah oui, finalement, je préfère aller vers l'option où il y a peut-être une chance que ça s'améliore. Et ben, ça n'a pas manqué. Ce qui s'est passé, c'est qu'en avançant dans les vidéos et les exercices du programme, elle a acquis des nouveaux outils pour mieux se comprendre elle, pour mieux se faire comprendre, s'exprimer, exprimer ce qui est important pour elle. Et ça a amorcé une dynamique hyper positive dans sa relation. Et tu vois, elle qui se projetait dans le fait de, voilà, si je change, bah, ça va forcément mettre fin à ma relation parce que mon conjoint, il va pas être réceptif et il va se braquer et je vais devoir le quitter. Bah, en fait, non. Elle s'est rendue compte qu'il y a des choses qui sont importantes pour elle. Elle apprend à les verbaliser de manière assertive. Son conjoint, il est réceptif. Il trouve des solutions. Ça renforce la connexion entre eux, tu vois. Et c'était super parlant comme exemple. J'ai trouvé ça génial, quoi, qu'elle ait ce déblocage-là et qu'elle réussisse à passer à l'action. Oui, c'est le confort inconfortable et finalement du coup de le choisir et on peut aussi le poser sur le papier de qu'est-ce qu'on préfère choisir, qu'est-ce qui pourrait se passer et ce qui est intéressant, c'est de vraiment aller chercher toutes les possibilités de ce qui pourrait se passer et pas que ce qui pourrait se passer de pire en soi.
Ouais, c'est ça. Parce que du coup, on est tous des êtres humains et on est tous en capacité de réflexion et de compréhension. Et puis, on ne vivrait pas en société si on n'était pas capable de comprendre l'autre. Et ce qui est finalement plus important, c'est de comprendre ses propres besoins pour pouvoir aussi amener l'autre dans l'échange à ce qu'il se construise vraiment une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus importante dans les valeurs qu'on a, dans ce qui nous importe vraiment aussi. Ouais, On pourrait aller très loin dans le fait de fixer ses clair. limites. Qu'est-ce que ça pourrait vraiment nous apporter dans la vie et sur toutes nos sphères aussi. Donc, tout à fait, je te rejoins carrément sur sur cette cliente-là. Trop bien. Ouais. Pour, je pense qu'on arrive un petit peu sur la fin de cet échange sur les Yes. limites. Pour terminer, j'aimerais bien partager un extrait d'un atelier que j'ai animé et qui est disponible dans le programme qui s'appelle Apprendre à dire non et poser ses limites. Alors, du coup, je voulais montrer quelques images d'un atelier du programme que j'ai animé il y a quelques temps qui s'appelle Apprendre à dire non et poser ses limites. Du coup, c'est une petite image que j'ai créée pour dire que ça, là, donc les petits panneaux qui sont là, qui sont en noir, c'est nos limites. Et nos limites, parfois, elles sont invisibles, parfois on ne les voit pas. Et donc déjà, on est les seuls à connaître nos propres limites. Et parfois, il y en a certaines qu'on ne voit pas parce qu'elles n'ont pas encore été franchies par soi-même ou par les autres. Et ça, en violet, c'est les limites des autres qui sont les seules à voir et dont certaines leur sont aussi invisibles parce qu'elles n'ont pas encore été franchies. Il n'y a que celles qui ont des petites lumières là, comme ça, qui sont visibles. Et du coup, parfois, donc les personnes là en violet, les autres peuvent franchir nos limites parce que les leurs vont au-delà des nôtres. Et ils peuvent les franchir consciemment ou inconsciemment, hein, parce que leurs limites, elles vont au-delà. Et donc, du coup, quand ça arrive, si ça dépend des limites, bien évidemment, en fait, c'est une super bonne occasion soit d'en prendre conscience et de les exprimer avec assertivité de préférence, pas dans l'agression, pour que une fois que les limites de chacun soient identifiées, on puisse y faire attention. Et c'est ça qui fait qu'on peut prendre soin de la relation en fait. Ce qui m'amène un peu à la conclusion de ces images et qui en général apporte un éclairage nouveau aux élèves que j'accompagne, qui est que ce qui est une menace pour la relation, c'est pas de poser nos limites finalement, puisque nos limites, elles permettent au contraire de prendre soin de la relation. Ce qui est une menace pour la relation, c'est ceux qui veulent pas les respecter. Ouais. Du coup, tu vois, c'est hyper intéressant, enfin, je trouve, de vraiment prendre conscience de ça, du fait que quand on pose nos limites, finalement, on donne notre mode d'emploi à l'autre pour lui dire, voilà ce qui est important pour moi, que la relation, elle soit saine, elle soit sécurisante et que je m'y sente bien. Du coup, donne-moi toi ton mode d'emploi et qu'on essaye de trouver les points de convergence. Tu vois, ça nécessite de discuter, de faire des compromis pour que la relation, elle soit bien. Mais si je te donne mon mode d'emploi et que tu le balayes du revers de la main, en fait, au bout de combien de temps je finis par ne plus tolérer que mon mode d'emploi, il soit toujours jeté, mis de côté et que moi, il faille que je m'adapte à l'autre en permanence. Tu vois. Bien sûr. Et j'ai même envie encore plus dans l'interne, c'est aussi important de poser ses limites pour que notre mode d'emploi soit de plus en plus garni. Parce que finalement, on apprend à se connaître de jour en jour, d'année en année. Et c'est important aussi de pouvoir les poser au fur et à mesure parce qu'on change. Et c'est important que l'autre peut comprendre que l'on change, qu'on nous voit changer, mais aussi soi, de l'accepter en fait, de vouloir autre chose, d'avoir envie d'autre chose pour garnir ce mode d'emploi et continuer à le donner au fur et à mesure à notre environnement, à notre entourage. Donc, complètement, ouais. D'accord. Je reprendrai cette petite astuce du mode d'emploi. Bon, du coup, je pense qu'on est un peu arrivé à la fin de cet échange. Merci à toi, c'était vachement riche. Je suis trop contente d'avoir pu discuter de tout ça avec toi. On verra la prochaine fois sur quel sujet on partira. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Jasmine. C'était très chouette. Et merci aussi à toi. Hein. C'est toujours un plaisir. Et puis, on se refera ça avec